Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous du 18h politique et bonsoir à vous Gilles Bontemps. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici votre carte d'identité. Vous avez 64 ans, aujourd'hui retraité. Vous avez longtemps exercé la profession de docker à Saint-Nazaire avant d'être permanent, secrétaire départemental du Parti communiste. Vous êtes adhérent du parti depuis 69. Vous aviez quoi, quel âge? 17, 18 ans déjà 18. À cet âge-là. Et sous cette étiquette, c'est sous cette étiquette que vous avez été élu conseiller municipal à Saint-Nazaire, ensuite à Saint-Herblain et conseiller régional pendant 17 ans, jusqu'aux dernières élections du mois de décembre. Vous étiez vice-président en charge des transports. On vous doit notamment la mise en place du tram-train. On va revenir ensemble sur ce parcours politique, cet engagement de 40 ans finalement, sur la nouvelle Assemblée régionale également. Mais avant cela, l'actualité politique de la semaine, actualité marquée encore cette semaine par Notre-Dame-des-Landes à l'approche du jugement sur les expulsions des paysans de la zone. La décision est attendue ce lundi 25 janvier. Les opposants au projet réclament, vous le savez, l'annulation de cette procédure. Ils estiment que François Hollande s'était engagé en 2012 à l'occasion de la grève de la faim à ne pas lancer d'expulsion tant que les recours n'étaient pas tous examinés. Eh bien, Philippe Grosvalet, le président socialiste du département, leur a répondu aujourd'hui même dans un communiqué. Les engagements pris en 2012 ont été tenus, dit-il, en précisant que les recours qui étaient mentionnés dans cet accord ont tous été jugés. Dans ce contexte, eh bien, la décision de lancer ou non les travaux est très attendue par les habitants de Notre-Dame-des-Landes. Forcément, quelques-uns d'entre eux ont d'ailleurs rencontré le préfet en début de semaine pour lui remettre une pétition. Plus de 1600 riverains l'ont signée pour réclamer l'évacuation de la ZAD. On demande avant tout le retour à la paix publique dans cette zone, puisque ça devient invivable de la façon où les forces de l'ordre n'interviennent plus du tout pour quoi que ce soit. Donc c'est vraiment devenu une zone de non-droit. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est en premier lieu, on ait un retour à la normale au niveau du respect du droit et des lois. Alors sur ce dossier, Gilles Bontemps, quel est votre avis? Vous pensez qu'il faut lancer les expropriations, les travaux le plus vite possible? Les travaux, ils doivent être lancés le plus vite possible. Ce dossier a subi toutes les étapes qu'il devait subir, il y a même un peu plus, puisqu'il y a eu un certain nombre de sujets complémentaires, de débats complémentaires, de travaux complémentaires pour répondre à la demande des opposants. Toutes les réponses ont été faites, toutes les étapes ont été passées avec succès pour ce dossier. Je ne connais pas beaucoup de dossiers en France où il y a eu autant d'efforts de fait du point de vue de la connaissance, du point de vue de la prise en compte des besoins, etc. Connaissance, il faudra faire attention parce que les gens connaissent peu le dossier. Il se dit tellement de bêtises que c'est encore un petit bout. Mais il y a un vrai paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on attend depuis un certain nombre de mois le lancement de ces travaux. C'est un dossier indispensable pour le développement de notre territoire. Et en même temps, on continue de constater qu'il y a aujourd'hui une zone de non-droit. Je partage complètement ce qu'a dit la personne tout à l'heure que vous avez montré à l'antenne. Donc il faut évacuer, exproprier les habitants historiques. Mais il y a un vrai paradoxe. Regardez, vous avez aujourd'hui 8 salariés syndicalistes qui sont jugés de peine de prison pour avoir défendu leur emploi. Et là, vous avez des gens qui occupent un territoire depuis des mois et des mois et des années. Tout le monde laisse faire. Donc je trouve que c'est scandaleux. Si c'était des ouvriers qui avaient occupé leur entreprise, il y a longtemps que les CRS les auraient virés. Donc maintenant que vous n'êtes plus aux manettes, vous dites quoi? Bonne chance à ceux qui vont devoir gérer ce dossier de Notre-Dame-des-Landes. Je ne dis pas bonne chance à ceux qui doivent gérer le dossier. Je dis il est grand temps que les travaux démarrent. Je dis il est grand temps que les gens qui habitent et qui sont en quelque sorte en territoire occupé aujourd'hui soient libérés. Parce que ce n'est pas normal qu'on laisse des gens qui soient aujourd'hui comme ça occupés par des gens qui viennent d'un peu partout, qui font un peu n'importe quoi, qui font même beaucoup n'importe quoi, qui viennent embêter les gens qui habitent ici. Moi, je connais des gens, ils sont obligés de faire 25 ou 30 km pour aller au boulot. Vous trouvez que c'est normal, ça? Tout ça passe pour ne pas payer, pour ne pas être menacé, pour pas, etc. Je trouve que là, il y a un vrai paradoxe. Et dans le même temps, le gouvernement, parce que je considère qu'il y a une vraie responsabilité dans le retard, et Philippe Grosvalet a raison de dire que tout ce qui avait été promis a été fait, puisqu'on parle bien des recours de l'époque. Donc ils ont tous été jugés. Il y en a eu bien d'autres depuis. Ils ont tous subi le même sort. Donc là, il y a urgence. Il y a deux urgences. Il y a urgence à lancer le dossier et il y a urgence à faire en sorte que les gens qui habitent sur la zone, donc les habitants de ces communes, ils soient libérés de cette occupation illégale.
Décision donc lundi pour ces habitants historiques de la zone. Également dans l'actualité politique cette semaine, des débats houleux à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. La Chambre régionale des comptes a relevé des irrégularités entre 2009 et 2014, l'utilisation injustifiée de véhicules de la ville notamment. L'opposition de gauche a réclamé cette semaine une enquête et des démissions des demandes refusées par le maire UDI, Joël Guerriot. Et puis, bientôt un carnet rose à la mairie de Saint-Nazaire. La première adjointe, Lauriane Degnaud, a annoncé cette semaine qu'elle était enceinte. Les femmes politiques ne sont pas des superwoman, dit-elle dans Ouest France. Elle dénonce le fait que la loi ne prévoit pas de congé maternité pour les femmes élues et elle plaide donc pour une évolution des textes dans ce domaine. Et puis cette semaine a aussi été marquée par le plan d'urgence pour l'emploi annoncé par le président François Hollande. 2 milliards pour lutter contre le chômage, titre Ouest France, la formation des chômeurs, l'aide aux PME qui embauchent. La droite n'est pas convaincue à tel point que les sénateurs, les Républicains, ont fait 15 propositions. Bruno Retailleau l'annonce sur Twitter, estimant qu'en France, nous avons tout essayé sur le chômage, sauf ce qui marche. Et vous, Gilles Bontemps, vous faites confiance, vous, au président, au gouvernement, pour inverser cette fameuse courbe du chômage ? Alors écoutez, très tranquillement sur ce sujet, je ne fais pas confiance à François Hollande puisque depuis le début de son mandat, il n'a pas mis en œuvre les orientations de gauche sur lesquelles il s'est engagé. Donc ça, c'est clair. Après, tout ce qui peut permettre de faire en sorte qu'on améliore la situation des gens et que le travail revienne, que le chômage disparaisse, ce sera forcément des choses bonnes. Mais je trouve qu'il y a un vrai paradoxe. Alors moi, je ne suis pas contre qu'on mette des moyens, au contraire, pour la formation des gens, etc. Je ne peux que souhaiter ça. Mais je trouve que là encore, il y a un vrai paradoxe, parce qu'au moment où on nous annonce ce tel type de mesures, ça fait quand même plusieurs années, ça fait depuis 2014, 2015, 2016 et 2017, c'est la purge pour les collectivités. C'est-à-dire ce même gouvernement qui dit « je vais mettre 2 milliards pour aider à former les salariés, etc. » Ce même gouvernement, il est en train de serrer le kiki des collectivités. Or, les collectivités, c'est 73% de l'investissement public. Alors, et à un moment donné, il faut être sérieux. C'est-à-dire que moi, je suis pour qu'on mette 2 milliards pour s'occuper de la formation des gens, mais je suis pour qu'on arrête aujourd'hui de tricher, parce que j'appelle ça tricher. On ne peut pas d'une main faire mine de s'occuper des chômeurs et de l'autre côté d'empêcher la poursuite ou de réduire ou de freiner la poursuite de l'investissement public, parce que là, ça c'est de l'emploi, ça c'est du travail, l'investissement public, et ça c'est un vrai sujet. Il y a une petite phrase d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui a dû vous plaire cette semaine. La vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié. Mais il n'a jamais dû être beaucoup salarié, Emmanuel Macron, quand je vois ce qu'il a pondu comme texte. Et le dessin de Charb, relayé cette semaine par Aymeric Seasso, votre secrétaire départemental du Parti communiste. La gauche trahit la gauche, la droite ne trahit jamais la droite. Je partage. Vous partagez. Je partage. Le Parti communiste qui est donc désormais absent de cette assemblée régionale après sa défaite aux élections le mois dernier. Votre parti avait choisi de faire une liste autonome au premier tour en annonçant l'union avec le Parti socialiste au deuxième, stratégie qui s'est avérée perdante. Vous étiez d'accord, vous, sur ce principe ? Je fais partie des communistes qui ont souhaité, et je pense que c'est aussi le cas de mon ami Aymeric Seasso et d'un certain nombre d'autres, je pense qu'il n'y a pas d'issue possible à gauche sans qu'on se mette d'accord, un, sur un programme pour gérer ce type de collectivité, et deux, en partant ensemble. C'est l'union qui permet à la gauche de gagner. D'ailleurs, la désunion a conduit à la victoire de la droite. Et donc, ce n'est pas une bonne chose pour les salariés. C'était une erreur. Je le pense, mais je l'ai dit dans mon parti, je n'ai pas de langue de bois, moi, donc ce que je dis dans mon parti, je suis capable de le dire dehors, il n'y a pas de sujet. La droite et le centre ont donc réussi à reprendre les commandes de la région après 11 ans de domination de la gauche. Vous craignez certains changements dans la politique régionale vous êtes vigilant sur quel point particulièrement ? Écoutez, la droite, elle n'a jamais fait la même chose que la gauche, et la gauche n'a jamais fait la même chose que la droite. Quand on regarde, par exemple, le bilan formidable qu'il y a eu avec les 2 années de gouvernance de la gauche pluraliste au sein du Conseil régional, 2,8 milliards d'investissements entre 2010 et 2016, puisque ces sujets sont engagés, ces sommes sont engagées, c'est pas rien. Mais pourquoi la droite et le centre ne le feraient pas pareil ? Eh bien, je demande à voir. Je demande à voir. Moi, ce que j'ai vu, j'ai eu l'occasion d'être dans l'opposition entre 1998 et 2004 à la région. Et quand je regarde la différence entre le niveau d'investissement
a porté la majorité conduite par François Fillon et celle que nous avons portée, on a multiplié par 3. Donc ça veut dire quelque chose. Alors évidemment, je ne vais pas, moi, dire avant qu'il se passe quoi que ce soit, que ça va être mauvais ou pas mauvais. Je parle de l'expérience que j'ai. Après, je demande à voir. Ce que je souhaite, c'est que sur les grands dossiers, en tout cas, que sont le développement des transports, le ferroviaire, le développement du grand port maritime, l'aéroport, et voilà une série d'autres sujets comme ça, les lycées, etc., j'espère, en tout cas je le souhaite, que ce que nous avons imprimé continue. J'espère qu'il n'y aura pas de réduction. 17 ans au Conseil régional, dont 11 dans la majorité. Vous avez le sentiment d'avoir fait le job. Il y a quelque chose, des projets qui vous tiennent à cœur et que vous avez réussi à accomplir, vos réussites? Bah écoutez, les réussites collectives, parce que ce n'est pas les affaires d'un homme, fût-il le président de la commission et vice-président de la région. C'est l'affaire d'une équipe, c'est des choix que nous avons fait en commun, qu'on avait actés dans les programmes successifs en 2004 et puis en 2010 avec Jacques Auxiette. Et donc, oui, ça s'est traduit par des vraies réussites. C'est la mise en service du tram-train dans le Châteaubriand, c'est la virgule de Sablé, dont on va être la première région en France à faire circuler des TER sur des LGV à partir de juillet 2017. Donc tout ça, c'est en cours, les trains sont en transformation, etc. C'est d'avoir réussi à moderniser complètement la ligne Nantes-Pornic-Saint-Gilles. Bon, il y en a d'autres, mais je prends ceux-là pour exemple. Et au contraire, les projets que vous n'avez pas réussi à mener à bien? Il y a un projet qui ne dépendait pas de nous, c'est l'aéroport, parce que 4 ans de retard, c'est beaucoup. On nous avait expliqué que les chiffres étaient faux, qu'on exagérait, etc. Aujourd'hui, il y a... Ça, c'est un regret. Ah oui, c'est un regret, mais c'est un regret pour le territoire, parce que derrière, c'est des logements possibles avec le dégagement de Nantes-Atlantique à l'intérieur du périphérique. On peut loger 15 000 personnes. C'est, avec le dégagement de Nantes-Atlantique, c'est près de 4 500 emplois industriels autour d'Airbus, etc. Mais effectivement, ça, c'est le dossier que c'est pour montrer que c'est des sujets, parce que c'est des sujets qui touchent à la vie des gens. Et deuxième élément, il y a un autre sujet sur lequel j'aurais bien aimé qu'on avance plus, même si on avançait beaucoup, c'est développer les dessertes ferroviaires encore plus. Mais on a été limité par ce que je disais tout à l'heure, le fait que le gouvernement actuel a réduit les dotations des collectivités, ce qui a empêché de poursuivre le niveau de développement qu'on aurait souhaité. 6 ans, c'est assez d'ailleurs, un mandat de 6 ans pour réaliser quelque chose d'envergure. Enfin, je pense qu'un mandat de 6 ans, c'est bien, parce que ça permet d'engager des choses, surtout dans des domaines comme cela. Un mandat de 6 ans, c'est bien. Je pense que pour une région, c'est bien. Alors aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez reposé votre casquette. À quoi ressemble votre quotidien ? Quand on a eu un rythme de folie pendant des années, Il faut s'habituer au nouveau quotidien. Au début, on a un peu l'impression d'être un peu en vacances, surtout quand on a eu un rythme très élevé. Mais on ne disparaît pas. J'étais un militant communiste, je reste un militant communiste. Je vais pouvoir donner militant un peu... à CGT également. Oui, bien sûr. Je vais pouvoir donner un peu plus de temps à mon parti, qui travaille pour les gens. Et puis, je vais aussi continuer à donner du temps à mon syndicat, à la Fédération des ports et docks, au syndicat des dockers de Nantes. Je vais continuer à suivre quelques dossiers sous d'autres formes. C'est l'aéroport. C'est le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire, qui est aussi un élément essentiel du développement de notre territoire. Puis vous savez, je suis aussi président du musée de la Résistance de Châteaubriand, et donc je vais continuer à travailler avec l'équipe qui fait un formidable travail. Vous ne vous arrêtez pas. On ne peut pas s'arrêter, on peut réduire. On voit apparaître une nouvelle génération d'élus depuis les dernières municipales, des jeunes élus qui arrivent sur des nouveaux mandats. Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner comme conseil ? Quel piège, écueil à éviter ou quel conseil à donner ? 1, il ne faut pas se prendre la tête. 2, il faut rester les pieds sur le terrain. Ça, je pense que ça, c'est très, très important, quel qu'il soit, quels que soient les gens. Si on s'enferme, c'est mort. Et il faut vraiment rester en priorité, en lien avec le territoire, en lien avec les gens. On a vite fait de décrocher, finalement, de fonctionner dans une bulle. Ça peut être un danger. Mais vous voyez, des élus qui sont en prise directe avec les populations, avec les associations, avec les syndicats, avec les gens du territoire, avec les élus du territoire, etc. C'est comme ça, moi, que je conçois le rôle d'un élu qui doit être toujours en prise directe avec la vraie vie, qui doit être accessible, et ça, c'est important. Il ne faut surtout pas mettre de distance avec les gens, jamais. Et d'ailleurs, c'est bien. Et vous savez, on a fait des comités de ligne qui étaient des lieux de proximité. On termine, s'il vous plaît. Oui, pardon. Effectivement, je suis désolé, l'émission se termine, mais on a bien compris votre message. Je vous souhaite une belle retraite active, si je comprends bien. Merci. Merci à vous, merci à l'équipe, et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du 18h Politique. Ok.